32 ans, il fut choisi pour une mission à haut risque. On essaie d'anticiper tout ce qui pourrait arriver. On est entraîné à faire face à toutes les urgences, mais il y a toujours les impondérables. Une combinaison pressurisée qui flanche et c'est la mort assurée. Si c'est le système de stabilisation qui lâche, on a de grandes chances d'y passer aussi. Le 6 août 1960, la mission de Joe consiste à s'élever jusqu'à la stratosphère. Trois heures après le décollage, son ballon finit par s'élever à 30 km au-dessus de la Terre. Il devient le premier humain à la voir de si haut. J'avais 46 choses différentes à faire. À la fin, je devais me lever, déclencher les dernières caméras, faire ma prière et sauter par-dessus bord. Joe s'élance dans le vide. Une chute libre de 32 km, 4 minutes 30 d'adrénaline pure. Le saut en parachute le plus haut de l'histoire. Entraîné par la pesanteur, il devient le premier homme à franchir seul le mur du son. La gravitation est le phénomène par lequel deux corps s'attirent dans l'espace. En l'occurrence, les 86 kilos de Joe et les 6000 milliards de tonnes de la Terre. Dans l'absolu, la chute de Joe n'a rien d'extrême. Car dans l'espace, la gravitation peut être d'une intensité inouïe. Albert Einstein avait même imaginé un type d'objet doté d'une gravitation si forte que rien, pas même la lumière, ne pouvait leur résister. Il les baptisa étoiles noires, tout en précisant que la nature ne pourrait jamais s'avérer aussi étrange que sa théorie. Pourtant, ces conjectures cauchemardesques étaient exactes. Certaines étoiles peuvent devenir si lourdes qu'elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes avant d'exploser. Cette masse équivalente à celle de plusieurs soleils se retrouve concentrée en un point minuscule, un redoutable vortex, un trou noir. Les trous noirs sont en quelque sorte des accidents de gravitation. Si vous tombiez les pieds en avant dans un trou noir où la gravitation est extrêmement forte et augmente très rapidement, il arriverait un moment où vos pieds seraient attirés plus vite que votre tête. Vous finiriez par vous briser en deux. La force d'attraction vous étirerait avant de vous casser en deux. Et à leur tour, ces deux morceaux se casseraient en deux. Vous continueriez de vous décomposer de la sorte jusqu'au centre du trou noir, ce qu'on appelle une singularité. Vous finiriez sous la forme d'un faisceau d'atomes plongeant tout au fond de l'abysse. C'est comme si vous passiez dans un entonnoir tandis que l'espace se referme sur vous. Certains appellent ça la spaghettification. On peut voir ça comme du dentifrice sortant d'un tube. C'est ce qui arriverait à vos atomes. J'y pense souvent. Il n'existe pas qu'un ou deux trous noirs. À elle seule, notre galaxie pourrait en abriter des millions.
On les trouve même en grand nombre dans son centre extrêmement dense. Sur cette image prise par Chandra, un télescope à rayons X, chaque point lumineux correspond à une étoile effondrée qui s'illumine en dévorant une étoile voisine. Mais il y a aussi un corps encore plus puissant. Pas un simple trou noir. Celui-ci est monstrueux et gigantesque. Les scientifiques cherchent ardemment à en savoir plus. Depuis plus de 10 ans, à l'Université de Californie, l'équipe d'Eric Becklin le traque dans les tréfonds de la galaxie. On sait encore très peu de choses sur le sujet. Jamais je ne me serais douté qu'au centre de la galaxie se trouve un trou noir autour duquel tournent des étoiles à 1% de la vitesse de la lumière. Jamais je n'aurais imaginé ça. Localiser ce monstre n'est pas facile, mais l'étudier l'est encore moins. Les astronomes devinent sa présence grâce aux étoiles voisines, en orbite à des vitesses stupéfiantes autour de ce super trou noir. Leur accélération trahit la position du trou noir, comme si une étoile nous disait « il est ici » ou une autre « il est là ». En calculant l'intersection entre les deux positions, on localise le trou noir avec précision. Principal outil de travail de l'équipe, Keck, le plus grand télescope du monde, capable d'amplifier des signaux lumineux venus du fin fond de l'univers. On commence par régler le miroir de 10 mètres pour obtenir une image quasi parfaite. Une étoile très brillante non loin du centre de la galaxie servira de point de repère pour bien viser la cible. La zone observée correspond, vue de la Terre, à un petit caillou sur la Lune. Imaginez la Lune dans le ciel nocturne. Tendez le pouce, ça donne à peu près la taille de la Lune à bout de bras. Ce qu'on cherche, c'est un objet de la taille d'un caillou sur la Lune. Le télescope Keck permet d'observer à travers un trou d'épingle une zone à peine plus grande que notre galaxie, mais grouillante d'étoiles. Ce sont elles qui nous indiquent où est le centre. Ce qui nous intéresse, c'est le mouvement de ces étoiles autour du trou noir, parce qu'on sait qu'il est là, au cœur de la galaxie. D'après les données recueillies par l'équipe, ce trou noir serait 3 millions de fois plus lourd que notre Soleil, concentré dans la taille d'un grain de poussière. C'est l'un des objets les plus puissants de l'univers. On peut comparer le super trou noir du centre de la Voie lactée et ceux de la plupart des galaxies observées à un dragon affamé. Il attend la gueule ouverte. Il ne vous court pas après, mais si vous avez le malheur de passer un peu trop près, il vous avale tout cru. Il vous déchiquette. Quiconque passe trop près est condamné. Pour chasser ce dragon, les astronomes cherchent des traces de son turbulent passé. Celui qui n'était au départ qu'un petit trou noir a probablement atteint sa taille actuelle en avalant ses voisins. Il a aussi pu se former bien plus tôt, lorsque les gigantesques nuages de gaz qui ont donné naissance à notre galaxie se sont percutés. Nous ne le saurons peut-être jamais, car au cœur du bulbe, la force de gravitation efface toute trace du passé. C'est ici que se cache le trou noir géant. En plein centre de la galaxie, parmi des nuages de poussière et de gaz, propices à la formation d'étoiles. Ici, amas d'étoiles extrêmement denses et rivières de gaz se jettent dans la gueule du monstre. À ce régime, le super trou noir continue de grossir, au point qu'il finira par transformer notre galaxie.
La Voie lactée a environ 10 milliards d'années. Elle en est au milieu de son évolution, à mi-chemin entre la naissance et la mort des étoiles. Mais que lui arrivera-t-il dans quelques milliards d'années? Professeur de physique à l'université de Michigan, Fred Adams étudie l'avenir en appliquant les lois de la physique jusqu'à leur ultime limite. Nous comprenons le fonctionnement des planètes, des étoiles et des galaxies dans l'univers. Nous pouvons donc nous faire une assez bonne idée de ce qui se passera dans l'avenir. C'est comme avec une voiture de sport. On ne peut pas s'empêcher de la pousser au maximum pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Cette science de l'avenir et ses nouveaux outils sont inaugurés à Denver lors d'une convention de superordinateurs. Ces superordinateurs, ainsi que les dernières nouveautés en matière d'optique et de logiciels, devraient permettre d'en savoir plus sur l'avenir de notre galaxie. Grâce à eux, les chercheurs peuvent déjà répondre à des questions cruciales comme celle-ci. Comment se terminera l'ère des étoiles? Et que se passera-t-il ensuite? Pour Paul Woodward, il faut d'abord s'intéresser au sort des étoiles telles que notre Soleil. On peut envisager l'évolution du Soleil comme une lutte contre la gravitation. C'est elle qui lui donne sa cohésion en attirant ses composants vers son centre. Mais si le Soleil ne se contracte pas, c'est uniquement grâce à l'hydrogène qui brûle dans son noyau. La pression créée par cette énergie compense donc l'action de la gravitation. Mais une fois à court d'hydrogène, le Soleil s'effondrera en partie et son noyau entrera en surchauffe, jusqu'à atteindre les 100 millions de degrés. Ce sera le début de la fin. La Terre aussi se réchauffera peu à peu. Les océans se mettront lentement à bouillir puis à s'évaporer. Pour les humains, comme pour les êtres vivants encore présents, toute vie deviendra impossible. Reste à savoir quand cela arrivera. Si on met une grenouille dans une casserole d'eau froide qu'on met lentement à chauffer, elle ne se rend compte de rien et finit par bouillir dans la casserole. Alors qui sait, c'est peut-être ce qui va nous arriver. Si la température du Soleil augmentait progressivement et qu'on ne se décidait jamais à quitter la planète, on finirait par cuire sur place. Ça pourrait très bien arriver. Il suffirait que la température terrestre monte à 60 degrés pour que toute l'eau s'évapore et que la planète se transforme en désert. Une perspective guère réjouissante. C'est effrayant. Il faudrait envisager de s'installer sur des planètes plus éloignées du Soleil, celles qui sont actuellement trop froides pour nous. Peut-être seront-elles alors à la bonne température. En tout cas, il est temps de s'y intéresser pour avoir un endroit où se réfugier au besoin. De toute évidence, il faudra trouver le moyen de nous sauver, nous ou notre planète. Peut-être devra-t-on appliquer le projet de Fred Adams. Le plus simple serait de construire des stations spatiales et de vivre dans l'espace. D'ici quelques milliards d'années, nous devrions avoir la technologie nécessaire. L'autre option serait d'essayer de déplacer les planètes du système solaire. En principe, c'est faisable, en envoyant des astéroïdes ou d'autres gros corps célestes sur des orbites bien précises. Sous l'effet de la gravitation, ils s'éloigneraient des planètes qui changeraient alors de place. Fred Adams a même calculé les trajectoires permettant d'éloigner la Terre du Soleil. Une fois dans la position adéquate, un astéroïde exercerait la force de gravitation suffisante pour que notre planète se retrouve à l'abri. Il faudra peut-être recourir à de telles mesures plus tôt qu'on ne l'imagine. D'après certains scientifiques,
la Terre serait à 90% de sa durée de vie habitable. Mais une phase encore plus dangereuse nous attend. Dans quelques 5 milliards d'années, le Soleil se mettra à bouillonner. Son noyau se contractera, tandis que sa surface s'éloignera de plus en plus du centre, jusqu'à ce qu'atteignant une taille gigantesque, le Soleil se change en géante rouge. Ça donnera des levées de soleil intéressants. Le soleil envahira la moitié de l'horizon. Il finira par occuper la majeure partie du ciel dans la journée. Au stade de géante rouge, notre Soleil brillera 10 000 fois plus qu'aujourd'hui. Et sur Terre, que se passera-t-il? Le Soleil continuera de grossir au point d'englober les orbites de Mercure, Vénus et la Terre. Nous ne serons plus qu'une petite braise en orbite tout près de la surface du Soleil. Un environnement très dangereux, car parsemé de débris solaires qui finiront par nous sortir de notre orbite et nous pousser vers le Soleil. Et nous partirons en fumée. Le Soleil se mettra ensuite à dévorer les planètes voisines. Mais un événement encore plus considérable se profile, qui modifiera profondément notre galaxie. Soleil moribond, planète en ébullition. Tandis que les étoiles de notre galaxie commencent à mourir, un cataclysme encore plus grave se prépare. Une autre galaxie se dirige droit sur nous.